Bonjour messieurs, dames. Aujourd'hui, toujours dans le cadre de l'étude et l'apprentissage du français fonctionnel, du français de médecine, nous allons aborder les maladies. En effet, si vous vous souvenez dans le cours qui a précédé, nous avons parlé des phénomènes qui pouvaient toucher à la santé humaine et, entre autres phénomènes, ceux qui pouvaient affecter durablement ou durement la qualité de la vie et par là même la santé. Donc, il fallait, et nous avons expliqué le phénomène, il fallait que nous parlions de la qualité de vie, et parallèlement à la qualité de vie, nous avons parlé de l'environnement et des problèmes graves qui pouvaient toucher l'environnement, entre autres, un des phénomènes mondiaux actuels qui est dû à l'industrialisation effrénée, c'est celui de la pollution. Antécédemment, nous avons parlé de trois modèles, de trois exemples en fait, en réalité, de pollution. Il y a la pollution de l'air, donc qui conditionne tout l'air, la couche d'ozone qui couvre la surface de la Terre et dans laquelle se trouve l'oxygène que nous respirons, avec d'autres gaz bien entendu. Et il y a aussi la pollution en deuxième position de l'eau, qui est causée dangereusement et d'une manière nocive par tous les déchets éjectés par les usines, ainsi que tous les plastiques qui sont jetés dans la mer et qui sont malheureusement consommés par toute la biodiversité contenue dans la mer, c'est-à-dire les poissons et toutes les espèces vivantes dans l'eau, tels les crustacés, les sardines, les grands poissons, les petits poissons, les poissons blancs, les poissons bleus, etc., et qui sont nécessaires à la chaîne alimentaire et à la chaîne de la vie, puisque l'homme consomme énormément et durablement du poisson pour son évolution et pour sa qualité de vie, et malheureusement cette pollution va causer des dangers collatéraux à sa santé. Le troisième phénomène de pollution, c'est celui de la pollution de la terre à cause de tous les intrants, on appelle cela des intrants, ou pesticides ou herbicides, c'est-à-dire toutes les substances chimiques telles le soufre et tant d'autres qui sont éjectés sur la terre et sur les arbres fruitiers, les agrumes, les plantes, etc., pour leur permettre de pousser très vite et en même temps pour permettre de tuer les insectes qui sont plus ou moins nocifs aux plantes. Mais malheureusement, ces pesticides s'incrustent dans les fruits, s'incrustent dans les légumes qui sont produits, et ces légumes sont consommés par l'homme, et bien entendu, il s'ensuit un effet malheureux, c'est de toutes sortes de dangers nutritifs contenus dans les aliments produits par la terre. Et tous ces troubles, tous ces épiphénomènes nocifs et dangereux vont entraîner chez l'homme des maladies. Et les maladies, par définition, c'est quoi? Et on relie les maladies à la qualité de vie. La qualité de vie, c'est lorsque une personne vit bien, mange bien, dort bien, respire bien, et donc vit ce que l'on appelle le bien-être. La qualité de vie, c'est le bien-être. Les maladies, par définition, c'est tout ce qui est altération, c'est tout ce qui va altérer, c'est tout ce qui va diminuer le bien-être de l'individu.
C'est tout ce qui va diminuer la santé, parce que le bien-être, c'est aussi la santé, c'est tout ce qui va diminuer le bien-être et la santé de l'individu. Cette altération est aussi, puisqu'il y a des synonymes, il y a des synonymes dans la langue française, c'est aussi une affection. Par exemple, on dit une affection pulmonaire, c'est-à-dire que les poumons sont affectés, sont altérés, sont touchés, sont malades. D'accord? Ensuite, cette affection, c'est aussi, par voie de conséquence, un trouble. Elle va entraîner un trouble dans l'organisme ou dans l'organe. Effectivement, s'il y a une affection pulmonaire ou bien une altération des poumons, cela veut dire qu'il va y avoir un trouble respiratoire. Donc il va y avoir une diminution de la quantité d'oxygène qui va entrer dans les poumons. Et si, remarquez bien, s'il y a moins d'oxygène qui rentre dans les poumons que la normale, c'est le besoin. Tout ce qui est normal, c'est tout ce dont on a besoin. Donc s'il y a moins d'oxygène que la normale, il va s'en suivre que les cellules du corps seront moins oxygénées, donc les cellules seront plus faibles, auront moins de potentiel d'oxygène et pourront moins irriguer le sang et pourront moins fortifier l'organisme humain. Vous voyez comment, par le biais d'une altération quelconque, il peut s'entraîner un trouble, non seulement dans l'organe, mais un trouble fonctionnel pour tout l'organisme. Une personne qui respire bien, qu'est-ce qui va se passer au moment où elle travaille, où elle exécute? Cette personne est essoufflée. Une affection pulmonaire entraîne un essoufflement. Essoufflement, c'est un manque de souffle. Essoufflement. Essoufflement. Regardez bien, c'est un mot essoufflement. En fait, c'est un mot composé qui contient comme radical le souffle, c'est-à-dire le souffle, c'est quoi? C'est la respiration. Essoufflement, c'est un préfixe. C'est un préfixe négatif. Donc, c'est un manque de souffle. Il y a moins de souffle. Donc, il y a moins d'oxygène dans les poumons. Les poumons ne sont pas dilatés normalement. Et le suffixe, suffixe, c'est l'action qui indique l'action de, c'est-à-dire l'action de s'essouffler, parce que la personne en situation d'essoufflement, elle peine, elle a des difficultés, elle respire difficilement, elle fait des gestes, même dans la gestuelle, vous sentez que cette personne est en difficulté. Les traits sont dilatés, la bouche est ouverte, la personne essaie d'absorber un maximum d'air par la bouche et par le nez, et elle n'y arrive pas parce qu'il y a un manque d'essoufflement, parce qu'il y a une altération des poumons, c'est-à-dire que les poumons sont malades. Ils ne peuvent pas se dilater normalement. D'accord? L'altération, donc, c'est un trouble, c'est une affection. Voilà. Et bien sûr, toute altération
et entraîne une maladie. Et il y a diverses formes de maladies, bien entendu. Et il y a diverses formes de maladies. Il y a les maladies bénignes. On appelle des maladies bénignes, des maladies qui ne sont pas graves, des maladies dites douces. Une maladie bénigne, une maladie bénigne, synonyme une maladie douce. Ou bien légère. Ou bien encore passagère. Voilà les synonymes de bénigne, une maladie bénigne. C'est une maladie douce. Il y a une altération, mais cette altération est douce, elle est faible. Ce n'est pas une altération dangereuse. Par exemple, un rhume, vous êtes enrhumé, nous sommes en hiver, vous êtes à la maison, au chaud, vous travaillez, et puis subitement vous sortez, quelqu'un vous appelle, et il fait froid dehors, et en sortant, vous attrapez froid. Ah, le fait d'attraper froid, il y a attraper froid, il y a une action extérieure, donc c'est quelque chose d'extérieur qui va affecter le nez. Subitement, vous allez avoir des picotements dans le nez va vous piquer, on appelle cela des picotements, un rhume, exemple, un rhume, excusez-moi. Alors, qu'est-ce qu'il va y avoir? Altération légère, c'est une altération légère, de quoi? Du nez ou de la gorge. Ça peut être soit au niveau du nez, soit au niveau de la gorge, puisque ça c'est bien une chose, messieurs, dames, on respire à la fois par le nez, mais aussi par la bouche. Et donc, l'air froid peut entrer dans la gorge, et si la gorge est chaude, le chaud et le froid et le chaud vont entraîner des picotements, soit dans le nez ou bien au niveau de la gorge, et la réaction à cette altération, ce sont des troubles. Les premiers signes, les premiers troubles légers, le nez va couler, il va y avoir des éternuements, par exemple pour le rhume, le nez va couler, des éternuements, un tout petit peu de toux, légère, une toux très légère, et donc ce sont des signes qui vont indiquer que la personne est enrhumée. Bien sûr, le rhume est une maladie bénigne. Pourquoi? Parce qu'il suffit de traiter très vite ces petits signes, les éternuements, les raclements de gorge, les yeux qui larmoient, et le problème est résolu. Donc il y a toute une série de médicaments, de petits médicaments apositifs, c'est-à-dire qui concernent ces petits symptômes, les picotements, les raclements de gorge, les yeux qui larmoient, et tout va entrer dans l'ordre. Parce que le rhume est une maladie bénigne qui ne dure pas plus de 2 ou 3 jours. Très vite, le rhume disparaît et la personne reprend ses fonctions normales. Donc c'est une altération bénigne, c'est une altération faible,
des organes du nez ou bien de la gorge ou de la bouche, ou des deux en même temps. D'accord? Voilà par exemple une maladie, un type de maladie bénigne, c'est le rhume. Bien sûr, il n'y a pas que, et il y a tant d'autres maladies bénignes qui touchent l'individu dans sa qualité de vie. Il y a d'autres phénomènes qui peuvent entraîner par contre des maladies dites graves. Une maladie grave, là, c'est une maladie dite sévère. Virgule, dangereuse. Ou bien, par extension, on peut dire aussi mortelle. C'est-à-dire que là, c'est le type de maladie le plus profond, le plus dangereux pour la santé humaine, puisque l'altération, toujours dont on a parlé, ou bien l'affection, sont des altérations et des affections extrêmement graves. Le rhume est une altération douce des poumons, mais par exemple, la pneumonie, pour les poumons toujours, la pneumonie est une altération grave. La pneumonie est une altération grave, c'est-à-dire que les poumons sont atteints. La tuberculose est une altération grave. Donc, ce sont la pneumonie et la tuberculose sont des maladies graves parce que les poumons sont gravement atteints, Gravement, ça veut dire que toutes les alvéoles, les poches des poumons sont atteintes et donc elles peuvent même entraîner des fermetures, du pus, elles peuvent entraîner énormément de choses très graves qui peuvent toucher tout le fonctionnement, puisqu'on parle toujours de troubles du fonctionnement de l'organisme. Ça veut dire que les poumons ne peuvent plus absorber suffisamment, ils absorbent une quantité très faible d'oxygène, donc les cellules du corps sont très peu oxygénées, elles contiennent très peu d'oxygène, donc ces cellules vont perdre énormément de leur fonction au niveau de l'organisme. Le corps est affaibli, la personne ne peut plus respirer, elle tousse, le cœur, les battements du cœur vont diminuer, et vous voyez, c'est un cycle complet qui part à partir des poumons et qui touche tout le reste parce que les cellules manquent d'oxygène gravement. Et donc, ce sont des maladies graves. Exemple, la tuberculose. La pneumonie, etc. En fait, en réalité, aujourd'hui, je ne parlais que de l'appareil respiratoire, le rhume, les poumons, etc. C'est tout ce qui concerne le nez, la bouche, les poumons, c'est tout ce qui concerne l'appareil respiratoire. Mais on peut parler aussi du cœur, on peut parler du foie, on peut parler des reins, on peut parler de beaucoup d'organes qui fonctionnent dans le corps humain, qui peuvent être altérés, donc ils peuvent perdre une partie de leur fonction, et donc ils peuvent entraîner des troubles légers ou bien des troubles graves. D'accord? Voilà.
Comment on considère qu'une maladie est grave? Lorsque l'altération est importante, d'une part, et les fonctions sont très faibles, d'autre part. L'altération est très grande et les fonctions de l'organe sont très faibles. Vous voyez le jeu de proportion. L'altération est grande, c'est-à-dire que la maladie est importante, elle est grande, et les fonctions vitales sont très faibles. Donc, on dit que, en deuxième étape, la maladie est grave. Troisième type de maladie, les maladies, une maladie incurable, donc ce mot est formé de, c'est un adjectif, incurable. Dans le mot incurable, vous avez le mot cure, et curer, ER, veut dire soigner. Donc, incurable, c'est comme si on disait que l'on ne peut pas soigner. Mais on ne dit pas, ça ne se dit pas insoignable, on dit incurable, mais incurable veut dire qu'on ne peut pas soigner, c'est-à-dire dont on n'a pas encore trouvé le remède. Les maladies incurables, messieurs, dames, vous devez le savoir très bien, ce sont les maladies dites par exemple orphelines. Les maladies orphelines, ce sont des maladies qui ne sont pas répandues dans le monde, ce sont des maladies qui ne sont pas encore connues de par le monde. Il y a quelques centaines de cas à travers la population mondiale qui ont ce type d'altération. Et malheureusement, l'évolution de la médecine étant lente, parce qu'elle demande énormément de moyens, la médecine, c'est pour soigner, cela demande énormément de moyens et de recherche. Les moyens étant insuffisants, donc la médecine n'est pas encore arrivée à trouver des soins, à trouver des remèdes. Les soins, c'est les remèdes pour guérir ce type de maladie, et pour l'instant, elle reste encore incurable. Il y a donc ce type de maladie orpheline qui traverse un peu le monde et pour lesquelles la recherche est en train de faire des petits pas, peut-être lents, mais des avancées quand même qui sont importantes. Il y a des maladies qui touchent les enfants, des types de maladies orphelines, dont les symptômes ne sont pas encore bien précisés, dont les signes ne sont pas précisés, dont l'altération n'est pas précisée. Par exemple, je vous donne le cas d'une maladie qui touche les enfants, l'autisme. L'autisme est une maladie incurable, comme exemple, l'autisme. Elle touche un certain nombre d'enfants. C'est une maladie de type neurologique, de type, on ne sait pas encore, psychologique. On ne sait pas encore quel est, dans le cerveau, quel est l'organe du cerveau qui est touché, qui est affecté. Est-ce que c'est au niveau des signaux électriques envoyés par notre cerveau pour les membres? Est-ce que c'est au niveau des cellules, des neurones contenus dans le cerveau? Il s'agit là de toute une série de questions pour lesquelles la science n'a pas encore trouvé de réponse, puisque les autistes sont des enfants qui naissent sans aucun
quasi sans aucun contact social. Ils perdent leur sociabilité parce que à la naissance, il y a un instinct qui est naturellement développé chez l'homme, c'est l'instinct grégaire. L'instinct grégaire, c'est l'instinct, le besoin d'autrui. C'est un instinct qui nous guide vers le besoin de chercher autrui comme nous, c'est-à-dire de chercher une autre personne, adulte ou majeur ou mineur. Donc l'homme a besoin de trouver un autre homme, un autre être vivant comme lui pour établir des contacts humains et des contacts sociaux. L'autiste, l'enfant autiste, comme vous le dites en arabe, ce sont des enfants qui sont isolés, qui sont physiquement bien portants, ils ont tous les sens qui sont développés, la vue, l'odorat, ils sont debout, ils mangent, etc. Mais ils ont, au niveau du cerveau, ils ont une altération très grave, dite même incurable, puisqu'on n'a pas encore trouvé de remède, et ce sont ces enfants vivent leur monde intérieur, ils voient les personnes extérieures, mais ils n'ont aucun contact avec elles. Ils regardent sans voir. Ils regardent sans voir. Il regarde sa maman, mais il n'a pas la perception que c'est sa maman. Il regarde son papa, puisque c'est la petite cellule familiale qu'il va découvrir à sa naissance, mais il n'a pas conscience, tout au long de son développement, que c'est son papa. Et donc, il vit biologiquement, c'est un petit enfant qui va continuer à évoluer biologiquement, mais socialement et intellectuellement, il sera dans des limites. Alors, il y a maintenant, au niveau intellectuel, il y a des écoles pour les autistes qui leur apprennent la lecture, la compréhension, l'acquisition des mots, l'usage des langues, etc., pour pouvoir communiquer. Mais le contact spirituel entre l'enfant et sa maman, l'enfant et son papa, l'enfant et son petit frère, etc., et toute la société qui l'environne, n'est pas encore trouvé. Donc c'est une maladie incurable. Pour l'instant, il n'y a pas de solution au problème des autistes. Voilà un exemple de ces maladies dites orphelines et qui sont incurables. Donc vous voyez, les types de maladies sont classifiés en trois. Les maladies bénignes, ce sont des maladies simples, qui sont légères, passagères, etc. Donc elles ne durent pas. Il y a ensuite le type de maladies graves, dans lesquelles il y a une altération importante de l'organe ou des organes, et donc qui nécessite des soins lourds, puisque ces maladies sont sévères, elles sont dangereuses et elles sont aussi mortelles. Et finalement, le type de maladie incurable, ce sont des maladies dont on n'a pas trouvé le traitement. Elles peuvent ne pas être mortelles. L'autisme n'est pas une maladie mortelle, mais c'est une maladie incurable. C'est-à-dire que la personne, tant que la médecine n'a pas encore trouvé de traitement pour la guérir, la personne continuera à vivre tranquillement son autisme. Et bien entendu, c'est malheureux puisque c'est une personne qui est perdue socialement. Elle ne pourra pas avoir des fonctions sociales naturelles, normales, comme les vôtres. D'accord? Voilà pour les maladies. Et alors, dans l'évolution de la connaissance au niveau de la biologie humaine, etc., on avait parlé du corps humain, on a parlé
de l'environnement du corps humain, la pollution, les effets, les phénomènes, etc., les épiphénomènes. On a parlé des conséquences de tous ces phénomènes, ce sont les maladies, et bien entendu, les maladies, pour toutes les maladies, il va y avoir ce que l'on appelle des soins. C'est-à-dire que la maladie est une action négative qui va altérer l'organe ou les organes d'un corps ou le corps humain lui-même, et il va y avoir nécessairement des gens qui réfléchissent, qui pensent, ce sont les hommes de science, ce sont des médecins, ce sont des chercheurs en médecine, qui vont trouver les palliatifs, c'est-à-dire les soins, c'est-à-dire les manières de guérir ces maladies. Et c'est un combat éternel, entre les maladies et la médecine. Les maladies attaquent, comme on dit, et la médecine contre-attaque. Les maladies attaquent, elles altèrent, la médecine contre-attaque, c'est-à-dire elle part. Le verbe parer, c'est protéger. La médecine, elle est là pour protéger. Voilà pour ce qui est du phénomène des maladies. Et donc là, on va arrêter la partie lexique, c'est-à-dire la connaissance des mots. On a vu le radical des mots, c'est par exemple des mots composés. Essoufflement, on a le radical ici, qui veut dire radical, c'est souffle, ça c'est le préfixe ES, et ça c'est le suffixe MENT. Alors, il y a des mots composés, peuvent avoir un préfixe et un radical, ils peuvent avoir un préfixe, un radical et un suffixe, ils peuvent avoir aussi un radical et un suffixe. Voilà pour la formation des mots. Les synonymes, vous avez vu ce que les mots veulent dire. Maladie égale altération, affection ou trouble de l'organisme. Alors, une maladie, alors comment se présentent les maladies? Bénignes, graves ou incurables. Et bien sûr, comment cette maladie, et je termine là-dessus, comment cette maladie va-t-elle se manifester? Parce que la maladie est une action, c'est une altération, et l'organisme va avoir une réaction. L'organisme humain, heureusement d'ailleurs, que l'organisme a une réaction, et cette réaction, nous la voyons, elle peut être externe, donc directe ou indirecte. Donc cette réaction, elle va se manifester par des signes. Il y a des signes ou des symptômes. La maladie se présente par des signes ou des symptômes. Telle chose correspondent à un rhume. Exemple, éternuement, la personne éternue, elle a le nez qui coule, l'écoulement nasal, l'écoulement, le liquide qui sort du nez, il est incolore, il n'a pas de couleur, il n'est pas jaune, il n'est pas verdâtre, donc c'est un liquide normal, naturel, un écoulement nasal. Il y a un petit renflement de la gorge. Le médecin avec la baisse-langue, c'est un morceau de bûche, il abaisse la langue et il voit au fond de la gorge, il voit que la gorge est un petit peu rouge, rosacée. Tous ces symptômes vont indiquer au médecin qu'il s'agit bel et bien d'un rhume. Autre symptôme, la personne le malade déclare qu'il a des petits maux de tête, par exemple. Alors, éternuement, les mots éternuement, maux de tête, écoulement nasal, petite gorge irritée, tous ces symptômes sont des indicateurs
sont des indicateurs, sont des signes indicateurs, symptômes, signes indicateurs, qu'il s'agit d'une maladie bénigne et le médecin qu'il s'agit d'un rhume, donc d'une maladie bénigne. Avec cela, le médecin va préparer ce qu'on appelle plus tard une ordonnance, c'est-à-dire une feuille de soins. Une feuille de soins. Les signes sont, alors, pour des maladies, les signes peuvent être des signes externes, donc qu'on peut vérifier directement, comme je l'ai dit, écoulement nasal, le nez qui coule, les yeux qui larmoient, un petit peu de toux, une gorge qui est un petit peu irritée. Tout cela peut être direct. Mais aussi, il y a des signes qui sont perceptiblement indirectement. C'est-à-dire, il faut que le malade les déclare. Par exemple, le mal de tête, le médecin ne peut pas le deviner comme cela au toucher extérieur. Il faut que le malade dise à un docteur, j'ai mal à la tête, j'ai mal à la tête, ou bien j'ai des maux de tête. Donc là, il va ajouter ce signe, il va ajouter ce symptôme aux autres symptômes extérieurs. Donc il y a des symptômes directs et il y a des symptômes indirects. Et ces symptômes, ce sont des troubles. Et effectivement, ce sont des troubles, puisque le nez, il coule. En situation normale, le nez humain ne coule pas. Au contraire, les fosses nasales sont libres pour laisser passer et sortir, pour laisser rentrer l'air et sortir le gaz carbonique. Parce que l'homme respire de l'air et rejette du gaz carbonique. Donc ce sont des perturbations fonctionnelles ou lésionnaires et des causes internes ou externes. D'accord? Voilà grosso modo pour tout ce qui est maladie, altération, trouble, signes, symptômes. Les soins, nous verrons cela la prochaine fois et là, avec la médecine générale. À présent, la deuxième partie de notre cours, va concerner un point de grammaire qui est important et pour lequel nous devons avoir une attention un peu particulière. Il s'agit du présent de l'indicatif, c'est un point alors de grammaire les valeurs du présent de l'indicatif. Voilà. Donc le mode indicatif, vous le savez, nous sommes en grammaire, le mode indicatif, c'est le mode de l'actualité, c'est le mode de tout ce qui est réel. Ce mode contient des temps simples et il contient des temps composés. Les temps simples du mode indicatif sont le présent, le futur, l'imparfait et le passé simple. Il y a quatre temps simples. Le présent, le futur, l'imparfait et le passé simple. Et il y a, à côté de ces temps simples, des temps dits composés. Ce sont des temps composés. Il y a le passé composé qui correspond au présent, mais il est composé, donc il entre dans le passé, puisqu'on l'appelle passé composé. Il y a, à côté du futur, il y a le futur antérieur dans le passé, donc il y a le passé composé, le futur antérieur. Par rapport à l'imparfait qui est un temps simple, il y a le plus que parfait, d'accord? Et par rapport au passé simple,
il y a le dernier temps. Donc, nous avons le passé composé, le futur antérieur, le passé composé, le futur antérieur, le plus que parfait, et à côté du passé simple, il y a le passé antérieur. Donc nous, pour cette fois-ci, nous allons nous arrêter non pas sur la conjugaison. La conjugaison, je pense que vous l'avez déjà faite. Le temps présent se conjugue très simplement avec les terminaisons. Première personne E, je mange E, tu manges ES, il ou elle mange E, nous mangeons ONS, vous mangez EZ, il mange ENT. Ça, E, ES, E, ONS, EZ, ENT sont les déclinaisons, sont les terminaisons du présent de l'indicatif. Aujourd'hui, nous, et ce qui nous intéresse surtout en ce qui vous concerne dans la lecture des textes et dans la compréhension des textes scientifiques, ce sont les valeurs du présent. Le présent n'a pas qu'une seule valeur. Il n'a pas seulement la valeur de l'actualité, c'est-à-dire de faire l'action au moment où on parle. Le professeur fait la leçon. Oui, là, c'est un verbe de présent d'actualité. Parce que, au moment où on parle, le présent fait réellement, le professeur fait réellement sa leçon. Il y a donc, à côté du présent d'actualité, il y a donc beaucoup de valeurs, d'autres valeurs. Et vous allez voir, et vous allez découvrir des valeurs nouvelles du présent qui ne sont pas des valeurs d'actualité, qui ne sont pas des valeurs du moment immédiat, mais qui ont d'autres composantes. Et vous allez voir. Alors, le présent peut être dit un présent d'énonciation. Petit 1, le présent d'énonciation. Énonciation. Qu'est-ce que cela veut dire? Et vous allez comprendre. En réalité, le mot essentiel de cette structure, c'est le mot énonciation. Énoncer, c'est-à-dire, comme je viens de vous le dire, c'est ce qu'on appelle un présent. C'est égal à un présent immédiat. Égal présent immédiat. Ou momentané. Il correspond, comme je l'ai dit tout à l'heure, au moment, c'est-à-dire correspond à une action qui se fait au moment où l'on parle. Il correspond à une action qui se fait au moment où l'on parle. Exemple. Je vous l'ai dit, un exemple très simple. Le professeur fait la leçon de langue pendant que, alors le professeur fait, c'est F-A-I-T, c'est le verbe faire, le professeur pendant que les étudiants écoutent. Alors, le professeur
fait pendant que les étudiants écoutent. Faire, fait, vient du verbe faire. Troisième groupe, au présent de l'indicatif, c'est bien ça. Et écoute, il vient du verbe écouter, qui est un verbe du premier groupe, au présent de l'indicatif. Voilà. Le professeur fait la leçon pendant que les étudiants écoutent. C'est une action immédiate, elle est momentanée, elle se fait au moment où l'auteur parle, donc on appelle cela un présent d'énonciation. C'est en réalité le présent de tous les jours lorsque vous décrivez une chose. Par exemple, vous êtes devant une expérience, vous faites une expérience en biologie, vous faites une expérience en biologie, votre professeur vous demande de faire la démonstration, la description, et bien, tout en faisant la démonstration, vous utilisez le présent de l'énonciation, vous dites dans la planche que nous voyons, alors dans la planche que nous voyons, c'est le verbe voir, V-Y-O-N-S, au présent de l'indicatif. Nous constatons, c'est le verbe constater, O-N-S, au présent, donc vous voyez, c'est immédiat, que au microscope, il y a, c'est le verbe avoir, il y a des cellules qui gravitent autour d'elles-mêmes, gravitent, etc. Vous voyez un microscope et vous analysez une plaquette et vous voyez des cellules qui tournent. Nous voyons un noyau, eh bien, nous voyons, c'est le verbe voir, un noyau gros qui a le verbe avoir une couleur, etc. C'est un présent d'énonciation et vous êtes en train de décrire tranquillement tout ce que vous êtes en train de faire au moment où l'action se déroule. C'est un présent d'énonciation. Le deuxième type de présent que nous allons voir, voyez, petit 2, le deuxième présent, c'est le présent de narration. De narration toujours. Donc, rappelez-vous, le mot essentiel, le deuxième mot, c'est narration. Narrer veut dire raconter. Veut dire raconter. Il s'emploie pour rapporter, alors c'est un verbe qui s'emploie pour raconter des actions. Alors raconter veut dire raconter des actions passées. Vous avez compris? Le présent de narration, c'est un présent qui s'utilise pour raconter des actions qui sont déjà passées, qui sont lointaines. Et pourtant, elles sont lointaines dans le passé, mais vous allez utiliser le présent. Et vous allez voir comment. Alors, elles sont utilisées pour les rendre vivantes. Pour les rendre en réalité, pourquoi on utilise ce présent? Et pourtant, nous racontons une histoire passée, mais c'est pour rendre les actions de cette période du passé encore vivantes, plus près de nous, qui sommes en train de raconter. Parce que nous, ceux qui racontent, on appelle cela des narrateurs. Les narrateurs. Il vient du mot narration, c'est-à-dire ils racontent.
Par exemple, en arabe, كان يا مكان في قديم الزمان. كان يا مكان, c'est un verbe du passé. En français, la correspondance c'est il était une fois, il était une fois. Donc vous allez utiliser l'imparfait qui est le temps de la narration d'actions passées, lointaines, et vous allez voir qu'à l'intérieur de votre histoire, puisque vous allez raconter en effet une histoire, vous allez raconter des actions passées à travers une petite histoire, à travers un conte, à travers un songe, à travers une œuvre, etc. Et à l'intérieur de votre histoire passée, qui est déjà passée, puisque vous voulez faire revivre des moments passés dans votre présent, vous allez utiliser le présent. Et alors, on va prendre un exemple dans ce présent de narration. Donc, c'est un présent qui est utilisé pour raconter, pour rapporter des actions passées. J'ai bien dit raconter des actions passées et les rapporter au présent pour les rendre plus vivantes. Voilà. Parce que c'est vrai, le seul moyen, dans la langue française bien sûr, que vous avez de rendre vivant une action du passé, c'est d'utiliser à l'intérieur de la description qui est passée des verbes au présent. Et alors, ça va vous donner un exemple. La jeune fille, on imagine une histoire d'une petite jeune fille, courait. Elle courait. En fait, c'est une histoire qui est tirée de l'œuvre La Comtesse de Ségur de la grande écrivaine. La grande écrivaine, la Comtesse de Ségur, qui a toujours rapporté des histoires d'enfants. Parce que, en fait, elle voulait raconter des histoires sur sa petite vie à elle, lorsqu'elle était enfant. Et alors, elle dit, la jeune fille courait. Et je vais vous l'écrire. Exemple. Exemple. Excusez-moi. La jeune fille courait, a été. Quand elle aperçut la jeune fille courait quand elle aperçut une de ses amies qui traversait la rue. Alors, la jeune fille courait, regardez, c'est bien ça, le temps de narration, l'imparfait, c'est le verbe courir. Quand elle aperçut, c'est le verbe apercevoir, c'est une action brève dans le passé, donc on utilise le passé simple. Une de ses amies qui traversait
Donc c'est le verbe traverser à l'imparfait, la rue. Point. Elle se précipite à. On revient à un présent. Elle se précipite vers elle et l'appelle. Regardez bien ici, immédiatement l'auteur saute de ces temps du passé qui sont l'imparfait et le passé simple pour subitement passer, revenir vers le présent, puisque c'est l'auteur qui raconte, donc il narre et elle dit, elle se précipite vers elle et l'appelle. Et regardez dans la lecture globale de ce morceau de texte, il y a une espèce de cohérence entre les temps du passé et le temps du présent. En réalité, l'auteur, c'est pour mieux rapprocher l'action, c'est pour mieux rapprocher cette jeune fille qu'elle a connue dans le passé, pour la rapprocher d'elle, pour rapprocher son image d'elle et pour la rendre plus présente. L'auteur dit, la jeune fille courait quand elle aperçut une de ses amies qui traversait la rue. Elle l'appelle et, elle se précipite vers elle et l'appelle. Et on imagine au départ une image lointaine d'une jeune fille qui court, et puis subitement, quand l'auteur passe au présent, elle se précipite vers elle et l'appelle. C'est comme si l'image, si on était au cinéma, c'est comme si l'image se rapprochait très vite de nous et on la voit directement se précipiter et vers cette jeune fille et l'appeler. Donc c'est un temps de narration, c'est un présent de narration qui est intégré dans le récit, qui est intégré dans le discours de la narration, mais en réalité, il vit, c'est un présent qui vit dans le passé, c'est un présent qui vit dans le passé, mais il nous fait de la narration parce qu'il va nous rapprocher les actions, il va nous rapprocher les personnages vers nous. D'accord? Voilà une deuxième situation verbale qui est importante. Donc, le premier temps verbal, c'est le présent d'énonciation dont je vous ai parlé. C'est le plus courant, c'est celui que vous observez tous les jours, constamment dans votre travail, dans votre quotidien. Il y a ensuite le deuxième présent, c'est celui qui va vous projeter loin dans le passé et qui va vous ramener les personnages du passé vers vous, vers le présent. C'est ce qu'on appelle le présent de narration. Le troisième présent que nous allons étudier, et c'est là-dessus que nous allons nous arrêter, c'est le présent, petit roi, le présent de vérité générale. Qu'est-ce que c'est qu'une vérité générale? C'est une citation. Une vérité générale, c'est une vérité absolue. Elle est universelle. Elle est valable dans tous les temps, dans tous les lieux, dans tous les modes. C'est une vérité dont vous ne pouvez pas prouver le contraire. Elle est absolue. Donc on appelle cela le présent de vérité générale. Ce présent s'emploie pour des faits toujours vrais. Toujours vrais. Alors, il s'emploie
des faits, et vous soulignez cela, toujours vrai. C'est toujours absolu, c'est toujours vrai. Les exemples, ce sont les... Alors, on a toujours vrai, on a les proverbes, on a les définitions, par exemple, les définitions est, et on a les propriétés scientifiques. Alors, un exemple. Bon, un exemple, ça c'est disons, une vérité générale. Au pôle Nord, en hiver, le soleil ne se lève pas. Au pôle Nord, exemple, au pôle Nord, virgule, en hiver, attention, c'est en hiver seulement, le soleil ne se lève pas. Vous voyez, par exemple, cette vérité, quand on nous dit, en général, le soleil se lève à l'est et se couche à l'ouest. Ça, c'est une vérité au général. Le soleil se lève, présent, à l'est, et se couche à l'ouest, présent. Il y a aussi une autre vérité générale pour le pôle Nord, spécifiquement pour le pôle Nord. Au pôle Nord, en hiver, le soleil ne se lève jamais. On peut dire ne se lève pas ou ne se lève jamais. Eh bien, c'est une vérité générale absolue. Donc, vous pouvez utiliser cela comme définition, puisque il n'y a pas de contraire à cela. Les définitions, par exemple, la vache est un ruminant. C'est une définition. Et le verbe être, EST, c'est une vérité générale. Toutes les vaches du monde entier sont des ruminants. Donc c'est clair. Vous avez par exemple des définitions scientifiques, des propriétés scientifiques. Tout corps plongé dans un liquide, tout corps plongé dans un liquide, subit, le verbe subir, une poussée de bas en haut qui est égale au poids du volume du corps déplacé. Ça, c'est le principe de la pesanteur Lavoisier. Eh bien, c'est une définition générale au présent qui est valable pour le passé, pour le présent, pour le futur, pour tout. C'est une vérité générale. Donc, toutes les définitions, toutes les citations, tous les proverbes, tout cela dans lesquels il y a un temps présent, on appellera ça un présent de vérité générale. Voilà pour l'instant les trois définitions du présent, les trois valeurs du présent de l'indicatif. Nous verrons par la suite les autres valeurs et avec cela nous ajouterons toute une batterie de petits exercices d'appoint de grammaire pour voir comment, en partant de phrases verbales, je vais vous donner des phrases verbales dans lesquelles il y aura des verbes conjugués au présent et je vous demanderai de trouver les valeurs des présents contenus dans ces phrases. Sur ce, je vous remercie pour votre attention et vous souhaite un bon courage pour la prochaine fois. Au revoir. Merci à vous.